Et nous filons immédiatement à Strasbourg, en direct du Parlement européen, en ligne avec nous, l'eurodéputée socialiste Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy. Bonsoir Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy, merci d'être en direct sur l'antenne de radio ce soir. Tout d'abord, comment avez-vous vécu ce vote du CETA ce midi par le Parlement ? Bien, évidemment, une certaine déception puisque nous, en tout cas, les socialistes français qui appelions à voter contre ce texte, nous avons reconnu que nous avons perdu sur ce vote. Mais en même temps, il y a quand même un nombre de parlementaires et notamment de parlementaires français, tout groupe confondu, assez important, qui se sont effectivement positionnés contre ce texte. Et encore une fois, il faut toujours le rappeler, ce n'est pas contre le Canada que nous avons voté contre ce texte, mais contre cet accord de libre-échange. Quelle était exactement la position de la délégation française ? Je rappelle que vous êtes sa représentante. Vous étiez tous au sein de la délégation française vraiment opposés, ou est-ce qu'il y avait débat entre les eurodéputés socialistes français ? Nous avons longuement et beaucoup débattu sur ce texte et les positionnements des uns et des autres a, c'est vrai, évolué au fur et à mesure de ces discussions, mais aussi au fur et à mesure que nous avions plus d'informations qui, pour nous, étaient des informations où des doutes trop importants subsistaient, notamment sur ce qui concerne ce nouveau tribunal de commerce public où on n'a pas de définition précise et où malheureusement nous n'avons pas pu avoir l'avis avant de voter de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que nous avions encore des inquiétudes concernant le principe de précaution, qui est un principe fondamental pour nous, de respect des normes aussi, et il est vrai, sur la question du travail parlementaire et de la légitimité des parlementaires, le fait de pouvoir uniquement faire un vote, soit c'est oui, soit c'est non, mais on ne peut pas discuter plus avant. Nous avons voulu aussi montrer notre mécontentement sur le non-respect des parlementaires dans des accords qui vont concerner 500 millions d'Européens, donc ce n'est pas rien. Donc c'est pour toutes ces raisons que finalement, tous les députés européens de la délégation socialiste française se sont retrouvés dans ce vote contre. Vous aviez demandé à ce qu'il y ait un débat qui se tienne vraiment en profondeur avant de partir sur le vote. Est-ce que d'une certaine façon, les socialistes aujourd'hui ne paient pas la désagrégation de la grande coalition qui existait jusque-là avec la droite, ou quoi qu'il arrive, ça aurait été le sujet où la fracture aurait été beaucoup trop importante ? Je pense que ce n'est pas sur ce texte qu'on peut considérer que ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire la rupture de la grande coalition, finalement, c'est un échec. Parce que cela a trait à beaucoup plus d'autres sujets. En revanche, ce que je voudrais quand même indiquer, c'est que nous avons présenté une résolution qui accompagnait le vote sur le traité du CETA et la résolution des sociodémocrates dans laquelle tous les sociodémocrates se retrouvent, contrairement au vote sur le CETA, où là, c'est vrai, il y a une fracture. Cette résolution a été votée par tous les sociodémocrates. Évidemment, nous n'étions pas suffisants pour qu'elle puisse être adoptée au niveau du Parlement européen, mais dans ce texte, pour nous, c'est assez important parce qu'il définit les lignes et les priorités que tous les sociodémocrates mettent dans les futurs accords, non pas de libre-échange, mais de juste échange. C'est-à-dire que la liberté des marchandises et des capitaux est une chose, mais il faut que ce soit juste et il faut qu'il y ait des protections à la fois pour les consommateurs, pour les entreprises et pour les citoyens. Un eurodéputé, je crois que c'est Louis Michel, ce matin, dans le débat sur le CETA en plénière, disait « Si on ne peut pas signer un accord avec le Canada, avec qui en signerons-nous » C'est caricatural comme approche, j'imagine, en comparaison surtout de la complexité du texte. Mais est-ce que d'une certaine façon, ça ne reflète pas aujourd'hui une problématique de l'Union européenne ? On commence à avoir beaucoup de mal à se mettre d'accord tous ensemble sur des thématiques qui sont quand même très importantes. Et vous pointez absolument la question majeure qui est, tant que nous n'avançons pas sur une politique de marché intérieur, de protection du marché intérieur forte, nous ne serons pas en capacité d'être unis et soudés pour pouvoir ensuite négocier avec d'autres parties prenantes, d'autres États. Donc oui, le problème se posera et je pense qu'il faut vraiment qu'au niveau de la Commission européenne, alors qu'ils continuent à faire des discussions pour avancer vers d'autres traités de libre-échange avec d'autres États ou d'autres groupes d'États, il faut commencer
à travailler sérieusement sur cette politique du marché intérieur qui aujourd'hui n'existe pas réellement et où on fait face à une concurrence féroce, entreprises d'un pays européen contre un pays européen, et pendant ce temps-là, nous faisons face à des importations massives, notamment provenant de la Chine, sur lesquelles on n'est pas en capacité de pouvoir répondre à juste niveau. Donc il y a vraiment ce travail à faire avant de regarder vers d'autres négociations de traités de commerce international. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, demain, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, prendra la parole devant les 751. Est-ce que vous attendez quelque chose en particulier de ce discours, ou est-ce qu'au fond, ça ne va faire pour vous que confirmer éventuellement des craintes ou des positions éventuellement préconçues? Quel regard vous portez sur ce temps de parole et éventuellement d'échange avec le Premier ministre? Mais déjà, je suis satisfaite que Monsieur Trudeau ne soit pas venu aujourd'hui, le jour du vote, parce que cela a été un mauvais signe, il me semble. Il était normal que l'on puisse voter avant qu'il vienne pour officialiser la signature de cet accord. D'autre part, moi je trouve ça toujours très bien que des chefs d'État, y compris hors de l'Union européenne, viennent devant les députés européens. C'est un grand signe de respect. Je le disais en préalable, nous avons et nous sommes ravis d'avoir beaucoup d'accords avec le Canada. Là, c'était une question spécifique liée au libre-échange, donc ça n'a rien à voir avec les relations que l'on doit absolument renforcer et encourager avec le Canada. Mais spécifiquement sur le traité de libre-échange, nous avions un sujet. On change un petit peu de sujet, si vous le voulez bien. L'autre point qui va être abordé durant cette session plénière, c'est le renforcement des frontières. Schengen va être un petit peu retapé, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui nous attend dans le débat et dans les votes qui vont arriver en plénière ? Il y a quand même une majorité importante qui est favorable à cette directive. Cette directive, c'est de renforcer nos frontières, de mieux protéger nos frontières extérieures communes. Et je tiens à cette question des frontières extérieures communes. Pourquoi les protéger? C'est pour démontrer que l'espace Schengen, ça fonctionne, que l'espace Schengen doit être défendu. Et le corollaire de ça, c'est que nous devons faire en sorte qu'on arrête de fermer les frontières nationales comme on le voit encore régulièrement en ce moment. Donc, que propose cette directive? Elle propose un contrôle systématique. Alors, il va falloir regarder comment ça se met en place, hein, parce que un contrôle systématique, il ne faut pas que ça devienne une forteresse impossible à franchir quand les touristes extra-communautaires viennent au sein de l'Union européenne. Donc, il va falloir que techniquement les choses se passent correctement, et puis surtout, il va falloir que les États jouent le jeu. Ils nous ont demandé d'avancer rapidement sur cette directive. Nous avons joué le jeu, comme nous l'avons fait sur le PNR. Quand on regarde justement l'état des lieux sur le PNR, on s'aperçoit que seulement 4 États membres sur les 28 ont effectivement maintenant un PNR opérationnel. Donc j'espère que sur cette question de protection des frontières extérieures communes et sur l'application de cette directive, une fois que nous allons adopter demain ce texte, que les États membres jouent le jeu et fassent de même de leur côté pour qu'on démontre l'efficacité de l'Europe et qu'on démontre que oui, elle est capable de protéger ses concitoyens. Merci Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy d'avoir pris quelques minutes pour nous éclairer sur ces deux sujets. Je rappelle que vous êtes la présidente de la délégation française des socialistes au Parlement européen. Merci beaucoup.